féroce, gigantesque, éteint. Lorsque ces trois adjectifs résonnent, votre cerveau active presque instantanément une galerie d'images préconçues. Vous voyez les mâchoires broyeuses d'un Tyrannosaurus rex, les plaques osseuses d'un stégosaure ou l'ombre immense d'un diplodocus se découpant sur un horizon préhistorique. C'est une réaction naturelle. Depuis le premier Jurassic Park, les dinosaures ont privatisé notre imagination collective. Ils sont les rois absolus du box-office de la préhistoire. Mais si je vous disais que nous vivons dans une illusion, si je vous disais que pendant que les dinosaures faisaient d'eux leurs premiers pas hésitants, d'autres titans, bien plus étranges et parfois plus massifs, régnaient déjà sur la terre, les mers et les rivières. Le problème des documentaires modernes est qu'ils tournent en boucle. Ils nous servent les mêmes favoris des fans jusqu'à l'épuisement. En faisant cela, ils jettent un voile sur des pans entiers de l'évolution. Ils ignorent des créatures qui ne rentrent dans aucune case familière. Aujourd'hui, nous allons déchirer ce voile. Nous allons quitter les sentiers battus pour explorer la face B de l'histoire naturelle. Préparez-vous à rencontrer des amphibiens de la taille d'un bus, des morses prédateurs de 4 tonnes et des poissons dont les dents feraient sourire passer un grand requin blanc pour un aimable poisson rouge. Bienvenue dans le royaume des géants de l'ombre. La bête de Lutu, le souffle du limon. Voyageons vers le sud, dans ce qui est aujourd'hui l'Afrique du Sud, au début de la période du Jurassique. À cette époque, le monde est en pleine mutation, mais dans les cours d'eau de la formation d'Elliott, un vestige d'un âge plus ancien refuse de céder sa place. Si vous n'avez jamais entendu parler de la bête de Lutu, ne vous blâmez pas. Son existence même est un défi à ce que nous pensons savoir sur les amphibiens. Pour la plupart d'entre nous, un amphibien est une créature fragile, une grenouille qui coasse, une petite salamandre qui glisse sous une pierre. Mais remontez le temps de 200 millions d'années. Pendant une ère immense s'étendant du Carbonifère au Crétacé, le monde aquatique appartenait aux Temnospondyli. Imaginez ces créatures comme les ancêtres spirituels des crocodiles, mais avec une biologie radicalement différente. Au sein de ce groupe, la famille des Brachiopidae a réussi un coup de maître évolutif. On a longtemps cru que ces prédateurs étaient de taille modeste, jusqu'à ce que la Terre ne livre un fragment de mâchoire colossale. Ce fragment, bien que partiel, a envoyé une onde de choc à travers la paléontologie. En extrapolant ces dimensions à partir de ses cousins plus complets, les chercheurs sont arrivés à un chiffre vertigineux, 7 mètres de long. Pour visualiser cela, prenez la salamandre géante de Chine, le plus grand amphibien vivant aujourd'hui, 1,8 mètres, et multipliez-la par 4. La bête de Lutu n'était pas seulement longue, elle était bâtie comme un bloc de muscles purs. Avec une gueule immense et plate, elle pratiquait la chasse à l'affût. Elle ne poursuivait pas ses proies, elle attendait, immobile comme un tronc d'arbre immergé, que de jeunes dinosaures théropodes s'approchent peu pour boire. En une fraction de seconde, une dépression de pression créée par l'ouverture de sa gueule aspirait la proie entière. À cette époque, l'animal le plus dangereux de la région n'avait pas d'écailles de dinosaure, il avait la peau lisse et visqueuse d'un monstre de plusieurs tonnes. 2. Silosuchus, l'imposteur du Trias. Imaginez maintenant que vous marchez dans les plaines arides de l'Argentine, il y a 230 millions d'années. Vous voyez au loin une silhouette massive, dressée sur 2 pattes, marchant avec une grâce aviaire. Instinctivement, vous vous dites « c'est un théropode, un ancêtre du T-Rex ». Vous auriez tort, vous seriez face au Silosuchus. Cette créature est l'exemple parfait de l'évolution convergente. Le Silosuchus appartient aux poposauroïdes, une branche des pseudosuchiens. En clair, c'est un cousin des crocodiles qui a décidé d'évoluer pour ressembler à un dinosaure, avant même que les dinosaures ne deviennent grands.
Le Silosuchus mesurait environ 10 mètres de long. C'est plus long qu'un allosaure moyen. Mais le plus étrange réside dans son crâne. Contrairement à l'image du tueur sanguinaire, le Silosuchus possédait un bec dépourvu de dents. C'était un géant édenté, un herbivore bipède qui occupait la niche écologique que les grands dinosaures sauropodes ne possédaient pas encore. Pourtant, il vivait dans une ombre encore plus grande, celle du Phasolasuchus. Si le Silosuchus était le gentil géant, le Phasolasuchus était le cauchemar incarné. Imaginez un crocodile de 10 mètres, mais avec des pattes droites et verticales, capable de soutenir une course de fond sur la terre ferme. Il pesait plusieurs tonnes et chassait les premiers mammifères et les reptiles de l'époque. Récemment, Hollywood l'a mis en scène dans le film 65, mais ils ont commis une erreur de 150 millions d'années en le plaçant à la fin du Crétacé. Le Phasolasuchus était le roi du Trias, une époque où les dinosaures n'étaient encore que des figurants dans leur propre monde. 3. Notosaurus, la sentinelle des abysses. Si vous avez une peur irrationnelle de ce qui se cache sous la surface de l'eau, ce qu'on appelle la thalassophobie, le Notosaurus ne va pas vous aider. Pendant le Trias, alors que la Pangée commençait à se fracturer, les mers étaient dès le théâtre d'une expérimentation biologique sauvage. Les plésiosaures, avec leurs longs coups graciles, sont célèbres, mais ils étaient les successeurs d'un groupe bien plus étrange. Les notosaures. Le notosaure était un reptile semi-aquatique. Imaginez un croisement entre un lion de mer, un crocodile et un serpent de mer. Il possédait des membres palmés mais robustes, ce qui signifie qu'il ne vivait pas uniquement dans l'océan. Il pouvait, tel un prédateur moderne, ramper sur les plages pour se reposer ou pour chasser. Les spécimens découverts récemment en Chine, comme Notosaurus giganteus, atteignaient net 7 mètres. C'est une taille supérieure à celle du plus grand crocodile marin actuel. Ses dents étaient jauniches longues, fines et s'entrecroisaient là comme les barreaux d'une cage, une adaptation parfaite pour piéger les poissons glissants. Mais avec 7 mètres de long et une puissance musculaire phénoménale, rien n'empêchait ce monstre de s'attaquer à des proies bien plus imposantes sur le littoral. Imaginez-vous sur une plage du Trias, pensant être en sécurité sur le sable, pour voir surgir de l'écume une tête de serpent de 2 mètres de large. 4. Lisovicza, le bastion de Pologne. En 2019, la paléontologie a vécu l'un de ses plus grands chocs de la décennie. Tout s'est passé dans un petit village polonais nommé Lisowice. Les chercheurs y ont déterré des ossements si massifs qu'ils ont d'abord cru à un dinosaure sauropode. Mais la structure osseuse racontait une autre histoire, celle d'un dicynodonte. Voici la Lisovicza bojani. Pour comprendre l'importance de cette découverte, il faut savoir que les dicynodontes sont des synapsides, les ancêtres lointains des mammifères. On pensait que ce groupe était resté petit et discret pendant que les dinosaures prenaient le pouvoir. La Lisovicza a pulvérisé cette théorie. Pesant environ 9 tonnes et mesurant près de 5 mètres de long, sans compter une queue quasi inexistante, la Lisovicza était de la taille d'un éléphant d'Afrique moderne. C'était un bloc de muscles purs, un tank organique avec un bec de tortue géante conçu pour broyer la végétation la plus coriace du Trias supérieur. Ce qui est fascinant, c'est sa posture. Contrairement à beaucoup de reptiles de l'époque qui avaient les pattes rondes sur les côtés, la Lisovicza avait des membres verticaux, directement sous le corps, pour supporter son poids immense. Elle marchait avec la lourdeur d'un blindé. Elle est la preuve que nos lointains cousins mammaliens n'avaient pas attendu la disparition des dinosaures pour devenir les maîtres du gigantisme. Elle partageait son monde avec le Smok wawelski, un prédateur de 6 mètres, mais attaquer une Lisovicza adulte revenait à essayer d'abattre un mur de briques avec un couteau. 5. Ambolotherium, la bête du tonnerre.
Après la chute des dinosaures, il y a 66 millions d'années, la Terre était devenue un terrain de jeu pour les mammifères. Mais avant que les éléphants ne dominent le paysage, il y avait les brontotères, ou bêtes du tonnerre. L'Ambolotherium, qui parcourait les steppes de Mongolie il y a 35 millions d'années, était le joyau de cette couronne. Au premier coup d'œil, on dirait un rhinocéros sous stéroïdes. Mais l'Ambolotherium n'est pas un proche parent du rhinocéros, il est plus proche des chevaux. C'est un exemple frappant d'évolution convergente. La nature a recréé la même forme de tank, car elle est incroyablement efficace. Pesant jusqu'à 9 tonnes, il était l'un des premiers mammifères terrestres à atteindre une taille capable de rivaliser avec certains dinosaures. Sa caractéristique la plus célèbre, une structure osseuse massive au sommet de son nez. Pendant des décennies, on a cru qu'il s'en servait comme d'un bélier pour combattre. Mais des scans récents ont révélé que cette corne était creuse. Elle ne servait pas à frapper, mais à résonner. L'Ambolotherium l'utilisait probablement pour amplifier ses appels, produisant des sons de basse si profonds qu'ils pouvaient être ressentis à travers le sol sur des kilomètres. Imaginez une harde de ces colosses de 9 tonnes traversant la Mongolie, leurs chants faisant trembler la terre bien avant qu'ils ne soient invisibles à l'horizon. Un véritable orchestre de titans. 6. Pontolis magnus, le seigneur du Miocène. Revenons à l'océan, mais cette fois au Miocène, il y a 12 millions d'années. À cette époque, les mers sont un enfer biologique. C'est le règne du mégalodon et des grands cachalotes prédateurs. Mais dans l'ombre de ces monstres célèbres vivait un carnivore tout aussi terrifiant. Pontolis magnus. Si je vous dis morse, vous pensez à un animal paresseux sur la glace, utilisant ses défenses pour s'accrocher. Oubliez cette image. Le pontolis était un morse de 4 tonnes, soit 2 fois la taille des plus grands mâles actuels. Et il n'avait pas de défense. À la place, il possédait un crâne gigantesque armé de dents massives, conçues pour la chasse active. Le pontolis n'était pas un aspirateur à mollusques, c'était un prédateur de sommet. Il patrouillait le long des côtes de la Californie et de l'Oregon, s'attaquant à d'autres mammifères marins, des oiseaux et même des juvéniles de requins géants. Imaginez une créature de 4 tonnes de muscles purs, capable de nager à 35 km/h, dotée d'une intelligence de mammifère et d'une puissance de morsure, capable de broyer les os d'une baleine. Le Pontolis magnus nous rappelle que les pinnipèdes, le groupe des phoques et otaries, ont eu leur propre version du grand méchant loup dans les océans préhistoriques. 7. Rhizodus, le démon des rivières. Pour finir notre voyage, plongeons dans les eaux troubles du Carbonifère. C'est l'époque des forêts de fougères géantes et des insectes de la taille d'un aigle. Mais le véritable danger rôdait sous la surface des rivières d'Europe et d'Amérique du Nord. Voici le Rhizodus. Ce n'est pas un requin, mais un poisson à nageoires charnues, un sarcoptérygien. Et il mesurait 7 mètres de long. C'est plus grand qu'un grand requin blanc dans un environnement d'eau douce. Mais ce qui rend le Rhizodus vraiment terrifiant, ce sont ses dents. Il possédait des crocs de plus de 20 cm, plus longs que ceux d'un T-Rex. Contrairement à la plupart des poissons qui avalent leur proie entière, le Rhizodus pouvait mordre, secouer et déchiqueter. Ses nageoires pectorales étaient incroyablement musclées. Certains paléontologues suggèrent qu'il pouvait s'en servir pour se propulser sur les berges boueuses afin de capturer des amphibiens terrestres, à la manière des orques modernes chassant les otaries. C'était le prédateur ultime d'un monde marécageux. Imaginez-vous au bord d'une rivière calme, regardant votre reflet, quand soudain, l'eau explose et une mâchoire de la taille d'un canapé, armée de dents de dinosaures, vous entraîne dans les profondeurs. C'est le Rhizodus, le roi oublié des rivières. 8. Mawsonia, l'aspirateur du Crétacé.
Enfin, terminons au Crétacé, aux côtés du Spinosaurus, dans les mêmes rivières où le plus grand théropode de l'histoire chassait, vivait la Mawsonia. C'est un chélacanthe. Oui, ce groupe de poissons fossiles vivants qui existe encore aujourd'hui. Mais alors que le chélacanthe moderne est une curiosité de 2 mètres vivant dans les profondeurs, la Mawsonia était un titan de 5 à 6 mètres. Elle pesait plus de 2 tonnes. Elle n'avait pas les dents acérées du Rhizodus, mais elle n'en avait pas besoin. La Mawsonia était un maître de l'alimentation par aspiration. En ouvrant sa bouche immense à une vitesse fulgurante, elle créait un vide tel que n'importe quel animal passant à proximité était littéralement aspiré dans son estomac. C'était un aspirateur géant de 2 tonnes, tapi dans les mangroves du Crétacé. Conclusion, l'héritage des géants. L'histoire de la vie sur Terre est bien plus vaste et étrange que ce que les parcs à thème nous laissent croire. Pour chaque dinosaure célèbre, il existe une dizaine de géants de l'ombre, des amphibiens colossaux, des mammifères résonnants et des poissons cauchemardesques, qui ont chacun, à leur tour, tenu le sceptre du pouvoir. Ces créatures nous apprennent l'humilité. Elles nous rappellent que le gigantisme n'est pas la propriété exclusive d'un seul groupe, mais une réponse fascinante de la nature au défi de la survie. La prochaine fois que vous regarderez un fossile, ne cherchez pas seulement le T-Rex, cherchez l'insolite, cherchez l'oublié, car c'est là que se cachent les histoires les plus incroyables de notre planète. Merci d'avoir exploré ces mondes perdus avec moi. Si ce format vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Il reste encore tant de monstres dans l'ombre qui attendent que nous racontions leur histoire. À bientôt pour une nouvelle plongée dans l'inconnu.